Au poker, il y a des tournois qui font rêver absolument tout le monde. Évidemment, en live, ça va être le main event des World Series, ça va être les EPT, ça va être les World Poker Tour, ça va être ces tournois-là, ça peut être même le Winamax Poker Tour, hein, des gros tournois très populaires. On veut tous les gagner, on veut tous faire un gros deep run sur ces tournois un jour. En ligne, il y en a d'autres qui font rêver tout le monde. Sur Winamax, ça va être évidemment le main event des Winamax Series ou même n'importe quel gros event des Winamax Series. Ça peut être le high roller, ça peut être le grand tournament, ça peut être même le prime time, des tournois comme ça réguliers mais avec énormément de monde, des gros prize pools. On a tous envie de gagner ces tournois-là et il y en a sûrement au moins un qui va pour vous individuellement être votre objectif un peu pas réalisable, j'ai envie de dire, de se dire un jour je veux le gagner. Cet objectif, il a pas trop de sens, mais on en a tous un comme ça, voilà, de dire ce tournoi-là, un jour je veux le gagner. Euh, Moi, j'ai un tournoi comme ça que je voulais vraiment gagner à tout prix. Et je pense que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, allez, s'il y en a un ou deux qui ont le même objectif que moi, c'est le grand maximum. Et le plus probable, c'est que vous soyez zéro à avoir ce tournoi qui vous fait rêver. Ce tournoi, il a lieu une fois par an. Tout le monde s'en fout ou presque, mais moi, il me tenait à cœur. Et hier, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai réussi à gagner le tournoi qui me faisait le plus vibrer, le tournoi qui me faisait saliver. C'est le Championship de Deuce to Seven des mini WSOP. Et la plupart d'entre vous, je vous ai déjà perdu, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le Deuce to Seven? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous en avez rien à faire parce que c'est une variante niche à laquelle personne ne joue. Et vous auriez totalement raison, hein, personne ne joue à ça. Mais moi, il se trouve que j'ai une histoire vraiment particulière avec ce jeu. Comme vous le savez peut-être, j'ai vécu quelques années en Irlande et du coup à cette époque je jouais sur le .com et sur le .com j'étais à un moment donné une petite terreur on va dire du cash game du Deuce to Seven. Je grindais pas mal en 10-20, en 15-30 et même en 30-60. Il a fallu que je monte en 30-60 pour que je me dise ok là je suis peut-être pas en train de crush. Une variante à laquelle très très peu de joueurs jouaient. Hein. Dans mes souvenirs, mes adversaires réguliers, il y avait un Britannique, deux Russes et un Mexicain, et on était les seuls à peu près à jouer. Et de temps en temps, il y avait un touriste, on va dire, qui venait, mais il y avait très très peu de monde, même sur le .com. Ces tables-là ne tournaient pas de Deuce to Seven. Mais je faisais partie de cette petite population qui continuait quand même à s'asseoir à ces tables, à espérer que quelqu'un vienne et à aller jouter, du coup, très souvent un heads-up, parfois un three-way, en Deuce to Seven. Évidemment, sur le point .fr, ça tourne quasiment pas en haute limite. C'est quasiment impossible de gagner de l'argent avec ce jeu. Mais du coup, il y a un moment dans l'année où on peut le faire. C'est quand il y a le mini WSOP Deuce to Seven Championship. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment très, très, très envie de gagner ce tournoi. Parce que c'est vraiment le tournoi que j'estime dans ma tête que je dois gagner au moins une fois. Parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à ce jeu autant que moi, j'ai pu le faire. Et je me suis toujours dit, bah, c'est peut-être le tournoi où j'ai le plus d'edge de l'année. C'est un petit field. Il faut le gagner un jour. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, je suis allé chercher le bracelet, frérot, de Deuce to Seven. Ça fait trop, trop, trop plaisir. On va pas faire une review hyper technique, hein, évidemment, parce que je suis conscient que la plupart d'entre vous, vous êtes pas très familier avec ce jeu, voire pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la table finale tranquillement. Je vais en profiter pour expliquer les règles pour ceux qui les connaissent pas. Je vais pas forcément rentrer dans les méga détails, mais je vais vous expliquer quelques petits concepts. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être surtout de vous donner un peu envie d'aller taper ce jeu, d'aller essayer, voir un peu à quoi ça ressemble. Moi, j'adorerais que ce jeu se popularise un petit peu parce que je trouve qu'il est hyper fun, il est hyper sympa, il est pas si compliqué à comprendre. On peut vite devenir, on va dire, décent à ce jeu. Après, pour évidemment devenir un très bon joueur, ça prend du temps, ça prend du travail comme pour tout. Mais ce qui est cool aussi avec ces variantes, c'est que c'est des jeux qui sont pas vraiment résolus. Il y a pas de solver, il y a pas GTO Wizard, il y a pas de joueurs qui ont travaillé la théorie pendant des jours, des mois, des années. Donc c'est un peu, on va dire, empirique. Il y a encore des joueurs qui font des grosses bêtises. Et on se retrouve un peu 10, 15, 20 ans en arrière quand on joue à ces jeux-là, avec des joueurs qui font un peu leur tambouille pour savoir comment jouer. Il y a très très peu de contenu, hein. Je pense qu'en français, franchement, qui a fait des vidéos de Deuce to Seven? Alex Luno. Je sais pas si quelqu'un d'autre en a fait, honnêtement. Alex Luno en a fait pas mal et c'est plutôt cool. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris à jouer à ce jeu et que j'ai vraiment eu envie d'y jouer. Et donc on va regarder un peu
cette table finale du Deuce to Seven Championship que j'ai remporté hier. Intro un peu longue, mais voilà, j'ai vraiment, comme vous pouvez le voir, le sourire jusqu'aux oreilles parce que j'avais vraiment trop envie de faire une perf sur ce tournoi. Et on va du coup regarder un peu à quoi ça ressemble le Deuce to Seven. Donc voilà la table. On est en 6 max. C'est un jeu qui se joue jamais à plus que 6 max parce que comme vous pouvez voir, on a 5 cartes. C'est un poker fermé un peu à l'ancienne. Sauf que ici, comme le nom l'indique, Deuce to Seven, le but du jeu c'est d'avoir la pire main possible, donc d'avoir une hauteur 7. C'est les nuts. 2, 3, 4, 5, 7. D'où le nom de Deuce to Seven. Il y a aussi le Ace to 5 qui est une autre variante assez similaire où le but c'est d'avoir une hauteur 5, As, 2, 3, 4, 5 et les nuts. Mais en Deuce to 7, à l'inverse du Ace to 5, si on fait une quinte, on a du coup une main naze. Si on fait une couleur, on a une main naze. Le but du jeu, ça va être d'avoir une hauteur sans quinte, sans couleur, sans rien. Par conséquent, là on est sur la première main de cette table finale et vous allez voir ici, on a une excellentissime main. Hein. On a 7, 6, 5, 2, 7. Donc on tire déjà vers une hauteur 7 avec un tirage à une seule carte. Donc vous vous rendez peut-être intuitivement compte que c'est une main très forte. Et en plus on bloque un 7. Donc là j'ai une main hyper forte. Mon adversaire qui va limper et je vais raise à 2x parce que je ne l'ai pas précisé non plus mais c'est un jeu qui se joue en limite. On va un peu découvrir les règles au fur et à mesure de cette main. Donc je raise et mon adversaire call. Et là, il va changer 2 cartes. C'est un jeu de draw. Ici, c'est du triple draw même. Donc on va avoir 3 tours de mise. Et à chaque tour, on va pouvoir décider de changer des cartes. Et donc ici, mon adversaire a changé 2 cartes. Moi, évidemment, j'en change une. Puisque toutes mes autres cartes sont d'excellentes cartes à avoir. Là, le but pour moi, ça va être de faire un 3 ou un 4 pour avoir une hauteur 7. Mais si jamais je chope un 8, voire un 9 sur le dernier draw, ça va être aussi une main plutôt forte. J'ai changé une carte, il en a changé 2. Malheureusement, on trouve une dame, ce qui n'est pas une carte super intéressante à avoir. Mon adversaire check. Et ici, une règle qu'on peut se fixer en Deuce to 7 qui va être valable 99% du temps, c'est que si vous avez tiré moins de cartes que votre adversaire sur la street précédente, c'est vous qui allez avoir l'initiative et c'est vous qui allez avoir envie de miser. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai décidé de miser. Pareil, on est sur un jeu de limite, donc on décide pas du sizing qu'on fait. Là, vous pouvez voir qu'on est sur le niveau 10 000, 20 000. Ça veut dire que le small bet, la mise qu'on va avoir sur les 2 premières streets va être de 10 000. Et à partir des 2 dernières streets, on va pouvoir miser par tranche de 20 000. Mon adversaire call, il change une carte cette fois-ci, moi aussi. Et on trouve ici, du coup, une main extrêmement forte puisqu'on a une hauteur 7. 7, 6, 5, 4, 2, c'est la pire hauteur 7 possible, mais ça reste une main très forte puisque même une hauteur 8 est une main forte, une hauteur 9 est une main très correcte, etc. Et des hauteurs 8 et des hauteurs 9, il y en a beaucoup plus que des hauteurs 7. Donc ici, forcément, il y a une main extrêmement forte. Mon adversaire check, je mise évidemment en value et il call. Mon adversaire annonce qu'il est servi. Alors à sa place, j'aurais relancé. Hein. Si j'avais pas amélioré, j'aurais check back parce qu'on changeait le même nombre de cartes. Donc ouais, mon adversaire est servi, moi aussi. Étant donné qu'il a pas raise, j'ai quasiment tout le temps la meilleure main. Ici, je m'attends à ce qu'il ait une hauteur 8, voire une hauteur 9, une bonne hauteur 9, peut-être un 9-6, voire un 9-7 qui est pas trop mal s'il joue bien. Mais comme il a limpé, ce qui est jamais censé être bon dans cette variante, je m'attends pas à ce que ce soit un top reg. Il est servi, je suis servi, il check, évidemment je vais miser en value avec ma main quasi nuts, il call, et mon adversaire qui retourne 9-7-6-5-3. Il n'a pas forcément mal joué cette main, il n'y a pas trop de soucis à part le fait qu'effectivement il fallait pas limper pré-draw, hein, il fallait absolument relancer. Et ici on gagne déjà un premier gros pot. On va pas revoir toutes les mains forcément dans les détails, hein, je vais juste vous montrer un petit peu quelques mains comme ça pour que vous ayez envie de jouer. Et là on avait du coup un exemple typique de main de value, on avait une main très forte avec un tirage très fort dès le début. On a fini par toucher notre main très forte et on a misé en value. Et notre adversaire avec une main moyenne s'est retrouvé obligé de call. Ce qui est plutôt cool. On voit que sur cette table finale, hein, d'ailleurs j'ai un énorme chip lead, hein, j'en ai pas parlé, mais là ici j'ai 760 000, les 2 joueurs derrière moi sont à 300 000, donc là j'ai déjà, en arrivant en TF, un gros chip lead, j'ai eu un gros chip lead à peu près de la bulle jusqu'à la fin du tournoi, donc ça c'était vraiment plutôt agréable. Ici, bon là je vais folder, hein, je pense avec 3 et 2, c'est une main beaucoup trop faible pour défendre en small blind, en big blind on pourrait, mais ici on a un fold. Je vais pas forcément rentrer dans les détails des mains que j'ai pas jouées. Celle-là elle est intéressante. Vous voyez là on a une main qui est vraiment pas ouf. Hein. Si on compte les cartes qu'on va garder, on va garder un 8 et un 2. Au bouton c'est un peu limite ça pour open.
Normalement, la seule main qui tire 3 cartes qu'on va vouloir open au bouton, ça va être 7 et 2. On pourrait argumenter que 5 et 2, 4 et 2, 3 et 2, c'est pas trop mal aussi. 8 et 2, c'est un peu bancal. Hein. Mais comme on a des bloqueurs ici, on a une doublette du 8, on a une doublette du 2, on baisse un peu la proba que nos adversaires touchent des mains fortes. Du coup, ici, j'ai envie d'open quand même. En plus de ça, bon là, on est plus sur des stratégies de tournoi globales, mais on est à 5 lèvres d'un tournoi où il n'y a pas de KO. Forcément, il y a beaucoup d'ICM, ils ont tous des stacks assez resserrés en plus. On a envie d'élargir nos ranges. Ça, c'est trop faible. 3, 4, 5, normalement, c'est limite au hijack, on n'a pas trop envie d'open, mais je pense qu'ici, avec l'ICM, ouais, j'ai open. Notre adversaire, dont je ne lirai pas le pseudo, décide de défendre et il change une seule carte. Là, selon moi, alors à moins que ce soit pour une des histoires d'ICM, il fait une erreur. Hein, quand on change une seule carte en Deuce to 7, on a tout le temps envie de 3 bêtes, c'est très très fort. Mais il a décidé de défendre. Moi, j'ai changé de carte, donc ici, il a un avantage. Hein, il a changé une carte et moi 2. Du coup, même s'il est hors de position, il est censé miser 100% du temps, ce qu'il ne fait pas. Ce qui me laisse penser que cet adversaire au pseudo pas très poli, du coup, n'est pas un joueur vraiment spécialiste de cette variante. Moi, maintenant, j'ai touché un 8 ici, donc j'ai un tirage vraiment très correct. Et j'ai ce qu'on appelle un tirage clean. J'ai pas de tirage quinte, j'ai pas de tirage couleur, ce qui fait que j'ai beaucoup d'out. Ici, sur un 2, je vais faire une très bonne hauteur 8, mais sur un 7 ou sur un 6, je vais aussi avoir des mains fortes, ce qui me donne 12 out clean pour avoir une hauteur 8, ce qui est vraiment plutôt cool comme tirage. Cela dit, comme il change qu'une seule carte, je vais pas prendre de risque, je vais check back et je vais essayer d'améliorer. Check, et là on trouve un 10. Mon adversaire qui check, qu'est-ce que ça veut dire ici? Normalement, s'il joue de manière conventionnelle, s'il était servi ici, il aurait misé une énorme partie du temps. Ça veut dire qu'ici, mon adversaire a sûrement encore une main qui nécessite de tirer une carte. Donc ici, avec mon hauteur 10, j'ai une main que je peux commencer à value et je peux garder mon 10. C'est ce que je vais faire ici, je pense. Ouais, je bet, il call, et surprise, il annonce qu'il est servi. Comme j'ai dit, normalement ici, il aurait tout le temps dû miser. Donc là, j'ai vraiment un vrai read comme quoi cet adversaire n'est pas forcément un joueur expérimenté en Deuce to 7. Il a fait vraiment plusieurs erreurs dans la même main. Maintenant que je sais qu'il est servi, mon 10 et 8, il va très 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 souvent être battu. Je m'attends à ce que mon adversaire, qui a joué plutôt passivement, n'ait pas une main très très forte. Hein. Je pense que là, de manière exploitante, on peut se dire qu'il a souvent lui-même une hauteur 9 pas ouf ou une hauteur 10 pas mal. Parfois même une hauteur valet chez certains joueurs. Bon là, ça n'aurait pas été très bien joué. Il aurait dû jouer ça différemment. Mais je m'attends à ce qu'il ait souvent ça. Donc j'ai décidé de casser ma main faite, mon 10, en me disant qu'il allait très très souvent être battu et essayer d'améliorer. On trouve un 3 malheureusement. Mon adversaire qui check, étant pas sûr de comment il joue, j'ai pas forcément envie de transformer ma main en bluff, j'ai check back. Et il montre effectivement valet 8, 6, 3, 2. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le pré-draw, en fait, il avait 8, 6, 3, 2, donc une main très très forte qui devait absolument 3 bêtes, hein, puisque c'est un tirage clean pour faire un 8-6, qui est une main vraiment forte en Deuce to 7, qui devait absolument me 3 bêtes, il devait absolument me mettre la pression. Et garder son valet, c'était vraiment pas très intéressant, parce qu'en général, il y a des cas où on va garder un valet river, à but de langage, mais avant le dernier draw, ça va être quand on a une main qui tirait vers des mains pas très fortes ou vers des mains à tirage, des mains qui pouvaient faire une straight. Là, il avait un tirage clean pour une main forte. Garder un valet sur tour de position, ça n'avait pas trop d'intérêt. Il aurait mieux fait de changer sa carte. Ça lui a souri parce que finalement, n'ayant pas l'info que ce joueur jouait comme ça, j'ai pas gardé mon 10. Et sur ce coup-là, c'est lui qui a gagné. On va avancer de quelques mains, on va pas forcément toutes les regarder comme j'ai dit. Là, on va peut-être la regarder celle-là parce que j'ai le tirage le plus fort possible qu'on puisse avoir. La main non faite la plus forte, évidemment, c'est 7-4-3-2. Pourquoi? Eh bien parce que on a le draw clean le plus fort possible. On pourrait penser de manière intuitive que 2-3-4-5 est le meilleur tirage possible, mais évidemment, sur un 6, on va faire une quinte. À noter, petite particularité du Deuce to 7, là, c'est toujours une carte haute. Ce qui veut dire que As 2, 3, 4, 5 n'est pas une quinte, c'est une hauteur As. Voilà, c'est un peu alambiqué, mais c'est une petite règle que vous devez savoir. Si jamais vous faites As 2, 3, 4, 5 un jour en Deuce to 7, vous dites pas « Ah mince, j'ai une quinte ». Vous avez une hauteur As. Et du coup, parfois, une hauteur As, ça peut vous permettre de gagner si votre adversaire tire une carte et qu'il a pairé. Donc là, évidemment, on relance et on va juste regarder ce que ça donne. Il a changé une carte, mon adversaire, il a pas 3 bêtes, donc ça aussi, une vraie erreur. J'entends qu'il y ait de l'ICM, mais en bataille de blindes comme ça, en position, il doit absolument me 3 bêtes avec tous ses tirages à une carte. Check, c'est logique. Là, il bet, normalement, il est censé du coup être pat, donc avoir une main faite. Je colle évidemment avec le meilleur tirage du monde, on va pas s'arrêter là. Et en fait, il avait pas une main faite, donc encore une erreur de mon adversaire.
Et là, on trouve deuxième nuts au dernier draw. Évidemment, je value et mon adversaire passe. Ça, c'est des mains qu'on open, 8-5-2 au bouton. C'est une main qu'on va open au bouton et au cut-off. C'est pas des tirages incroyables, mais c'est des tirages à 2 cartes clean, donc on a quand même envie de les jouer. Ici, il a changé 2, j'ai changé 2. Donc en ayant amélioré, en n'ayant plus qu'une carte pour faire une main faite, je vais miser. Mon adversaire change une carte. Il aurait dû donc bet, il l'a pas fait. Mais comme on a dit, il y a très peu de joueurs expérimentés sur le point .fr, sur ces variantes. Donc je ne m'étonne pas spécialement de ce genre de choses. Je vais pas crier aux fiches. C'est normal. Et en plus, là, pour le coup, lui, il a une vraie pression ICM. Donc c'est peut-être même pas si mauvais de sa part. On a changé une chacun. J'ai pas amélioré. Check. Et là, c'est le dernier tirage. Il change une, je change une. Et je fais un 10. Mon adversaire check, et là maintenant, une fois qu'on a changé tous les deux une carte, hauteur 10, c'est une main forte. Je vais avoir quelque chose comme 65-70% du temps, il me semble, la meilleure main dans ce scénario-là. C'est très bien, on a envie de value. Et mon adversaire, de manière, on va dire, purement CEV, sans ICM ici, il pourrait me call des mains aussi faibles que paire de 3, peut-être. En réalité, ça va peut-être pas être le cas, et ça passe. Comme j'ai dit, on va un peu passer, on va un peu avancer dans le tournoi, juste pour pas que la vidéo soit interminable. Le but, c'est pas de vous faire une masterclass de Deuce to Seven. Je pense que la plupart d'entre vous vous en foutez un peu, et c'est tout à fait logique. Donc on va avancer, de manière un peu arbitraire jusqu'à ce qu'on soit... regardez, on va essayer de trouver la main du bust de ce joueur. Voilà, c'est pas forcément moi qui l'ai joué, mais comme ça, on suit un peu l'avancée du tournoi. Nora Dust ici. Alors ça fait quoi? Ça fait 2-2 pré-draw, donc normalement ils ont tous les deux une main à peu près équivalente. Ce joueur, quand il donc bet, si vous avez bien suivi, il est censé changer une ou 0 carte. Et Mindwork, normalement quand il raise ici, il a une main faite. Ça 3 bets, je m'attends à ce que les deux joueurs aient des mains faites, mais comme lui il est très short et que de toute façon il va se commit, c'est possible que ça ait été joué différemment par les deux joueurs. Nora Dust qui est effectivement servi, Mindwork qui change une carte. Et Norados qui a décidé de patch une main vraiment pas ouf à sa place, j'aurais plutôt essayé de tirer quelque chose de plus fort avec 8-3-2 qui est un très bon tirage, plutôt que d'avoir un 19-8-3-2 qui est vraiment pas une main très forte. On voit que Mindwork ici change une carte et va essayer d'améliorer avec 7-6-5-3, donc il a une gutshot mais il peut quand même trouver une main très forte. Il fait un 8 et c'est donc terminé pour Noradust. Et on se retrouve donc à 4 left. Mindwork qui a un stack très similaire au mien, les deux autres joueurs qui sont un peu plus short, et on va continuer à avancer pour voir que à ce moment-là, j'ai déjà passé le million de jetons, j'ai plus de la moitié des jetons du tournoi, et je commence à me dire waouh, je peux peut-être gagner le tournoi qui me fait le plus saliver sur Winamax. 8-7-4-2 ici, une main très forte, et en plus on bloque un 8, donc ça c'est des infos qu'il faut toujours retenir en Deuce to Seven. Quand vous bloquez des cartes comme ça qui sont fortes, vous allez avoir envie parfois de faire plus de Hero Call River ou potentiellement de transformer en bluff certaines situations. Là, évidemment, on relance et on se fait 3 bêtes. Tout à l'heure, il n'a pas 3 bêtes quand il avait un tirage à une carte, donc peut-être qu'en exploit, je pourrais just call ici. La théorie, c'est évidemment de 4 bêtes. Enfin, évidemment, c'est pas forcément évident, mais quand vous avez un tirage à une carte en bataille de blindes, c'est tout le temps à 4 bêtes. Même si celui-là est pas si fort que ça, parce qu'au mieux, je peux faire un 8-7 4-3-2, donc le meilleur 8-7 possible, qui est pas une main non plus giga nutsé. Mais comme je bloque un 8 ici, ça renforce un petit peu ma main, parce que mon adversaire va avoir un petit peu moins de chance de toucher un 8, qui est peut-être une carte qu'il recherche. Je 4 bêtes, il call, je change une, il change une, on fait une dame. On a changé une carte chacun, j'ai pas amélioré, je check. Ça, c'est vraiment un truc systématique. Si vous n'avez pas de raison de penser que vous avez une meilleure main que votre adversaire, vous n'avez pas de raison de miser à ce jeu. C'est un jeu de limite. Il n'y a pas vraiment de bluff de fou furieux à construire quand vous avez de l'équité. Les seules fois où vous allez bluffer, c'est vraiment justement quand vous retrouvez dans les spots où vous avez très peu d'équité. On va en voir un de comme ça, je vais essayer de le retrouver. C'était peut-être dans ces eaux-là. Check. Ici, on va tous les deux changer une carte si tout se passe bien. Ouais. Et là, on trouve un 2, donc un bloqueur supplémentaire. On a bloqué un 8, maintenant on bloque un 2. Check encore. On va changer une carte chacun a priori. C'est ce qui se passe. Et on refait un 2. C'est notre troisième 2 qu'on voit. Ça, c'est très important. C'est très fort. Le 2, c'est le meilleur bloqueur que vous puissiez avoir, évidemment. Et là, il reste plus qu'un seul 2 dans le paquet. Il reste plus que 2 8 dans le paquet. On bloque aussi un 7, même si, bon, c'est pas non plus incroyable d'en avoir vu un. Ça commence à faire beaucoup de cartes qu'on a vues qui vont empêcher à notre adversaire d'avoir une main très forte. Ici, on va checker. Et quand il mise, du coup,
il y a peut-être un peu plus de bluff que d'habitude dans sa range du fait qu'on est des bons bloqueurs. Donc ici, j'ai vraiment envie d'hero call. C'est ce que j'ai fait. Et mon adversaire qui a quand même fait une main forte ici, il avait le dernier 2 du paquet et il avait un des 2 derniers 8. C'est pas de bol. Mais ici, c'est typiquement le genre de cas où vous voulez hero call même avec une paire. En fait, mon adversaire ici, s'il joue bien, il va bluffer ses paires de 7, il va bluffer ses paires de 8, il va bluffer ses quintes, il va bluffer tout ce qui a complètement loupé en général. Et du coup, on a envie d'hero call quand on a vu beaucoup de bloqueurs parce qu'on sait qu'il y a plus de chances qu'il ait manqué sa river et qu'il ait pairé sur des cartes qu'on ne bloque pas. Typiquement, qu'il ait fait une paire de 7, une paire de 5, une paire de 6 river. Alors là, on est à la main 370 et effectivement, je vais vous montrer ce spot qui est vraiment très très marrant et en tout cas pas du tout une manière conventionnelle, on va dire, et habituelle de jouer en Deuce to 7, mais j'ai eu des bonnes raisons de faire le move que j'avais fait. Ici, il y a UTG qui open, donc cut-off. Avec 7-5-4, on a un peu un bad range de défense parce que c'est une main qui tire par le haut. C'est jamais super bien. On a plutôt envie de tirer par le bas parce que forcément, en moyenne, ça va faire des mains plus fortes. Mais avec 7-5-4, on a quand même une main qui a le droit de faire des nuts. Mais on a aussi des backdoor quintes et tout. C'est pas terrible. Je défends ma main. Et ici, je change donc mes 2 cartes. Bon, là, c'est ma dame. Ça, c'est très logique. Mon adversaire change une carte. Là, évidemment, le scénario parfait, c'est de toucher un 2, un 3, voire les deux. Un 8 serait pas cata. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un 9 et un 8. Et ça, c'est vraiment pas une main très très forte, hein, évidemment. Mais maintenant, bon, je check évidemment parce que c'est moi qui ai changé 2, mon adversaire a changé 1, il est censé miser 100% du temps. C'est ce qu'il fait. Et là, j'ai déjà une décision très compliquée. Et ça va peut-être pas vous paraître super intuitif, mais pour moi, la décision, elle est entre fold et raise. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, là, j'ai 2 façons de jouer ma main, selon moi. C'est soit de décider de pat mon 9, 8, 7, 5, 4, qui est une main très très faible, mais qui a le mérite d'être une main faite. Et si mon adversaire ne touche pas, elle va gagner. Ça, c'est la première décision. Et dans ce cas-là, je dois jouer très agressivement pour juste value et protéger ma main, entre guillemets. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est limite de folder tout de suite. Parce qu'avec... en fait, je peux décider de changer mon 9 et d'avoir 8, 7, 5, 4 et d'avoir un tirage à une carte avec une gut shot. Sauf que 8, 7, 5, 4, je peux pas faire de main très très forte. Hein. Même si je touche un 2 ou un 3, j'aurai une main correcte, mais qui aura pas non plus des tonnes de value. Elle sera battue de temps en temps. Garder mon 7, 5, 4 ici, c'est pas terrible, quoi. On est en 2 positions, on tire vraiment pas des trucs de ouf. Donc il y a vraiment pas grand chose d'intéressant à faire ici. Et donc j'ai décidé de prendre la line agressive et de garder 9, 8, 7, 5, 4 qui est une main très très faible. Mais je préfère garder en fait des auteurs 9 quand je me dis que si j'avais pas gardé, de toute façon mon tirage n'aurait pas été bon. En fait ça c'est vraiment une vérité générale. Si j'avais une net 9, 7, 4, 3, 2 à l'inverse, j'aurais pas eu de problème à call, changer mon 9 et espérer faire une main très forte. Là, mon seul out pour faire une main, mes seuls outs pour faire des mains plus fortes, c'est de toucher un 3 ou un 2. Et ce sera des mains qui seront toujours pas si fortes que ça. C'est pour ça que j'ai décidé ici que mon 9 était peut-être ma meilleure... garder mon 9 était peut-être la meilleure façon de jouer le coup. J'ai raise, mon adversaire a call et j'ai pat. Il change toujours une carte, donc ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on est plutôt devant à ce moment-là. On va continuer à value, à protéger notre main. On ne veut pas le laisser draw gratuitement. Hein. Dès qu'on est servi et que notre adversaire n'est pas en Deuce to 7, on mise. C'est absolument nécessaire à chaque fois. Donc on va miser. Mon adversaire call... et il change encore une carte. Et là, on arrive du coup à ce qu'on va appeler grossièrement la river. Donc, le dernier draw est passé. On est juste avant le showdown. Et ici, maintenant que j'ai cette main, j'ai pas évidemment d'intérêt à miser. Je vais plutôt checker et espérer gagner au showdown. C'est ce que j'ai fait. J'ai checké et mon adversaire a check back. Excellente nouvelle. Je vais gagner 90% du temps ici. Le seul cas où je gagne pas, c'est s'il tirait lui-même une hauteur 8, qu'il a fait un 9 et qu'il a un meilleur 9-8 que moi, par exemple. Je pense quand même un 9-7, il aurait value. Il check back, il tirait 7-6-4-2, donc un excellentissime draw. J'ai eu beaucoup de réussite ici. Et il a touché un 10, donc tout juste pas assez pour me battre. Voilà, ça c'était une main un peu marrante parce que ici on a décidé de manière pas conventionnelle de garder une main très très faible et de la value quasiment jusqu'au bout. Normalement, on garde rarement des 9 en Deuce to 7. Donc s'il y a un truc à retenir de cette main, c'est que quand vous avez un draw pas terrible et que vous touchez une hauteur pas terrible, du coup vous pouvez la garder. Mais quand vous avez un draw clean avec des cartes basses qui peuvent vous donner des mains très fortes et que vous touchez une main pas terrible, là, vaut mieux continuer à changer vos cartes pour essayer de faire une main très forte. Je vous propose qu'on avance directement au heads up parce que comme j'ai dit, le but de cette vidéo, c'est pas forcément de faire une review complète d'un tournoi de Deuce to 7, c'est vraiment juste de vous donner un peu envie d'essayer ce jeu.
Et en heads up, évidemment, on va devoir élargir nos ranges, on va devoir jouer un peu différemment. Je suis pas rentré dans les détails sur les ranges du Deuce to 7, mais d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment stratégique sur le Deuce to 7, où j'explique vraiment en profondeur comment je joue, si vous voulez que je review tout ce tournoi d'ailleurs vraiment en détail, n'hésitez pas, hein, ça peut être une idée. Mais je me dis que ça va pas forcément intéresser le plus grand nombre, hein, c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de m'attarder très longtemps sur la stratégie de ce jeu, plus de vous montrer un peu ce qui s'est passé. Ici, du coup, on est sur la première main du heads up. On peut voir qu'on a encore grindé, on a 2/3, un peu plus même des jetons. Et comme je vous ai dit, on va vouloir élargir en heads up. De toute façon, 8-7-2, quoi qu'il arrive, c'est une main suffisamment forte pour open quand on est en small blind de manière générale. Et là, comme en plus on a la position, on va open. Même au bouton, hein, ça aurait été une main qu'on pouvait open en full ring. Je me fais 3 bêtes, on fold jamais sur un 3 bêtes quand on est open, hein, Deuce to 7, c'est interdit, vous avez 20 000 à rajouter dans un pot qui va faire 120 000, ça veut dire qu'il vous faut même pas 20% d'équité, vous avez la position là en plus ici, ce qui est vraiment très très important à ce jeu, la position. Donc ici c'est hors de question de folder, hein. Même si vous avez la pire main de votre range, vous allez jamais folder sur un 3 bêtes. C'est vrai dans tous les jeux limites, je pense. Mon adversaire change de carte, moi aussi, il s'est adapté, hein, heads up. C'est un joueur qui était pas très agressif sur le début de la TF et j'ai trouvé qu'en heads up, il avait été excellent. Ici, on change de carte chacun, il décide de miser, donc a priori, il a amélioré. Moi, je vais continuer à call, j'ai encore les codes, j'ai un tirage clean, même s'il est pas très fort. Mais si j'améliore pas, je vais arrêter de payer. Il change une, je change deux, et cette fois, on trouve un 8 et un 4. Donc maintenant, on a un tirage à une carte. Mon adversaire continue à miser, ce qu'il est censé faire 100% du temps ici, puisqu'il a changé moins de cartes que moi. Je call. Je vais évidemment changer le 8 de cœur, hein, et pas le 8 de carreau, sinon je me retrouve avec un flush draw. Et il change une, c'est normal qu'il ait misé, il n'y a pas de problème. On change une, on va essayer d'améliorer. On fait un 10 et il check. En théorie, ici, il est censé value ses hauteurs 10, voire quelques hauteurs valet. Donc normalement ici, quand il check, j'ai souvent la meilleure main, à moins qu'il ait une stratégie vraiment poussée avec des mains qui trappent pour check raise en value. Ça, je m'attends pas à ce que ce soit souvent quelque chose que je vois sur un tournoi sur le .fr. C'est des choses que je pouvais voir en 15-30 sur le .com, par contre un peu plus souvent. J'ai décidé de valoriser ma main, mon adversaire a call, et c'est le split. Donc ça, c'est rarissime, hein, quand on a une main faible comme ça de split, ça peut arriver avec des mains très fortes. Avec des mains comme 10, 8, 7, 4, 2, c'est rarissime de split parce que forcément, on se retrouve plus rarement avec ces mains-là à river. Mais c'est des choses qui peuvent arriver en Deuce to 7. Donc, on a splitté cette main-là. Main suivante, ici, j'ai un draw à une carte. Vous commencez à comprendre l'idée. On va tout le temps jouer agressivement ces mains-là. Mon adversaire qui a limpé, il est jamais censé faire ça, hein, que ce soit en heads up ou en 6 max. Vous allez jamais limper vos small blinds en Deuce to 7. C'est toujours une erreur. On va relancer avec cette main-là. Mon adversaire call, on change une carte, évidemment. Il change 3, on est très avantagé. Alors, il n'y a pas de quoi s'offusquer qu'il ait changé 3 cartes. Comme je vous ai dit, en heads up, on doit jouer assez loose. Et donc ici, s'il a une main comme 7 et 2, 5 et 2, 8 et 2, 7 et 3, c'est des mains suffisamment fortes pour être relancées. On n'améliore pas, mais vu qu'on a changé une, qu'il a changé 3, on va miser. Il call, on continue à changer. Il nous a rattrapé, là, on est sur du 1-1. On n'a pas amélioré, on va checker du coup. Mon adversaire qui mise, a priori, il est censé avoir une main faite maintenant. C'est le dernier draw. On va call et on change. Mon adversaire est servi comme prévu. Il a joué cette main tout à fait standard à part pré-draw où il devait relancer. Et on fait un 10. Donc là, cette fois, s'il value, on va folder. Hein, parce que c'est pas comme tout à l'heure. Lui, il a annoncé qu'il était servi. Donc il sait qu'il va avoir moins de value que d'habitude. Le plus bas de sa range, ça va être des hauteurs valet. Alors que quand on avait tous les deux changé une carte, le plus bas de sa range, potentiellement, c'était quinte. Donc là, évidemment, il va pas value avec des mains comme hauteur valet, il va pas value avec des mains comme hauteur 10. Il va value, à mon avis, à partir de 9-6, voire 9-7 en hauteur. Au-dessus de 9-7, c'est vraiment une erreur de value ici. Et là, il décide de value. Maintenant, du coup, avec hauteur 10, j'ai pas du tout envie de payer. C'est un fold. On est battu par toute sa range, à moins qu'il ait des bluffs. Et je vous ai pas encore montré de spot de bluff. Si j'en trouve pas sur ce heads up, je vais revenir en arrière dans le tournoi et vous montrer un bluff, parce que c'est assez marrant. Il y a des spots où on va bluffer dans ce jeu. C'est pas intuitif, hein, parce que souvent river, vu que c'est du limite, on se retrouve à miser 10% pot, mais il y a quand même des cas où on va bluffer, et il y a des cas où ça va marcher. 3, 4, 5, ici c'est une main assez forte, mon adversaire limpe encore, évidemment, on relance. Il call, on change 2, il change 3, on n'améliore pas, et là, quand on change 2 contre 3, c'est le seul cas où, quand on a changé moins de cartes, on va quand même checker. Tout simplement parce que quand on change 3 cartes, la proba d'améliorer, elle est quand même assez élevée. Donc ici, en n'ayant pas amélioré, je vais checker parce que je suis pas devant lui, en fait, statistiquement.
En plus de ça, je suis hors de position, donc je vais checker. C'est pas grave d'être face-up et qu'il sache qu'on change de carte, parce que de toute façon, on va lui donner l'information, qu'on mise ou qu'on check, on va lui donner l'information juste après. Donc autant juste pas gaspiller de jetons. On va checker, mon adversaire mise, je call évidemment, je change mes deux cartes, il en change une, il a bien joué le coup, il n'y a pas de souci. Et on améliore un petit peu, maintenant on va évidemment checker, parce que mon adversaire a changé une carte, j'en ai changé deux. Donc là, on check toute notre range. Si j'avais touché une main faite, là, si j'avais touché un 8 et un 2, j'aurais check raise, hein, j'aurais pas le lead, parce qu'on sait qu'il va miser en théorie. Il mise, on call, ici, on a envie de faire un 2, un 6, un 7, voire pourquoi pas un 9. Il change une carte, donc on peut même espérer un 10 ou un valet pour gagner. Malheureusement, on a pairé, on a fait une doublette du 4. Je check, il check, et là, on peut espérer qu'il ait paire de 5, paire de 6 et qu'il n'ait pas bluffé, hein. Mais il a hauteur dame et il gagne. Ici, 8, 7, 4, c'est un open, il call, il change une, on change deux. Il mise, on change plus qu'une carte avec ce 6, mais on a un tirage vraiment pas ouf. Il change une, on change une. Là, il y a que un 2 ou un 3 qui me donne une main forte. Mais ça, c'est un des cas où si je touche un 9, un 10, un valet, j'aurais pas trop de problème à garder ma main parce que elle tire vraiment de la daube. Mais là, mon adversaire décide de miser. Et comme on a changé une carte chacun, quand il mise, a priori, il annonce qu'il est patte, donc il a une main faite. Et donc ici, je pense que je peux folder. Il y a deux solutions en fait. Soit je fold en me disant ma main est battue et même tirer un 8, 7, 6, 4, c'est un peu bidon, je vais souvent être battu, autant folder. Il y a la deuxième solution un peu tricky, un peu marrante, qui est de raise ici, en espérant que même s'il a une main faite, en fait, s'il a par exemple une hauteur 9 ou une hauteur 10, il casse sa main, ça veut dire qu'il décide de quand même changer une carte alors qu'il avait une main faite, en espérant avoir une meilleure main faite. Et là, dans ce cas-là, mon hauteur valet passerait légèrement favorite contre sa main. Ce serait une façon de la jouer. Et là, j'ai fait une erreur, j'ai call, j'aime pas du tout. Mon adversaire qui est servi, là, je suis obligé de changer, d'espérer un 2 ou un 3, c'est vraiment naze. Heureusement, j'ai eu un peu de réussite, j'ai fait mon 3, mon adversaire call, et là, je vais call aussi, mais je peux être battu ici, c'est ça qui est pas terrible. Et deuxième split, ça c'est assez marrant. Il avait exactement la même main que moi, il avait un peu un bad range de value hors position, il l'a bien joué, et pour le coup, c'est vraiment moi qui ai mal joué cette main. 8-4, c'est un peu limite, hein, on va folder. Là, on trouve 7-4-3-2, c'est une énorme premium, hein, heads up. On va regarder ce que ça donne. Je change une, il change deux, on bet, vous commencez à comprendre peut-être l'idée. Je me fais raise ici. Donc là, quand il check raise après avoir changé deux cartes contre une, il est censé annoncer qu'il a une main faite. Donc ici, on va call et on va jouer prudemment. Il est servi, effectivement, bien joué de sa part. On va changer, on va espérer faire un 5 pour faire les nuts, faire un 6 pour faire le deuxième nuts. C'est pas le cas. Il mise évidemment en call. Et river, on fait hauteur as, il mise, on va devoir folder, c'est triste, on avait le plus gros draw, mais on a blanc 3 fois d'affilée, c'est des choses qui arrivent. 5-3-2, c'est une main qu'on peut 3 bet en heads up, ouais c'est bien. Le 9 me plaît pas spécialement ici, je vais pas le garder, on va changer 2. Il change une, on est passé derrière, il aurait dû miser ici, hein, c'est une petite erreur de sa part. On trouve un 6, mais j'ai checké parce que comme il a changé une seule carte, comme d'hab, vous avez compris l'idée, c'est lui qui est favori en théorie, il doit miser tout le temps, donc on n'a pas de raison de reprendre le lead. Je call, je change, il est servi. Je fais 7, 6, 5, 3, 2, donc troisième nuts. Et là, j'ai décidé de lead. J'aurais pu décider de check raise ici. Si j'avais été contre un joueur que j'estimais extrêmement compétent, j'aurais gardé cette main dans ma range de check raise, parce que j'aurais une range un peu polarisée avec quelques bluffs ici aussi. Mais contre un joueur qui est pas un... En France, ça n'existe pas quasiment des joueurs réguliers de Deuce to Seven. Je vais plutôt décider de lead, de prendre ma value, parce qu'il y a des joueurs qui vont miss value, parce que voilà. J'ai bet, il a foldé, donc ça veut dire qu'il est quand même capable de folder dans ses spots. Ça veut dire qu'on pourrait bluffer dans d'autres situations ici. Si on avait complètement raté et qu'on avait vu pas mal de bloqueurs, ça aurait été intéressant ici de bluff. En se disant, bah, je vais lui faire, comme je bloque des 7 et des 8 par exemple, on aurait pu bluffer en se disant, bah, il a sûrement une hauteur 9, donc il va peut-être pas être capable de call. 8, 6, 5, on raise, on se fait 3 bêtes, hop, hop, hop. On trouve 8, 6, 5, 4, c'est pas dingue, il a changé 2, il bet, normalement il change 1 ou 0 ici, on va quand même call. On change 1 à 1. Et là, on a fait une paire de 8, il bet. Donc là, il annonce qu'il a une main faite. Vous allez me dire, j'ai des bloqueurs, mais je pense qu'ici, le mieux, ça reste de call et d'espérer faire un 2 ou un 3. Parce que là, cette fois, je tiens un 8-6, c'est quand même une main forte. Donc même si j'ai une gut shot, ici, je suis quand même censé call. Et là, j'ai foldé. Vraiment une petite erreur encore. C'est ma deuxième erreur, je trouve, sur ce heads up. J'ai peut-être pas si bien joué que ça, pour le coup. 7-5-3, ici, c'est un raise. Mon adversaire qui call, il change 3. On va changer 2. Check, check. Comme je vous ai dit, hein, quand on change 2 et que l'adversaire change 3, on n'a pas forcément envie de miser si on n'a pas amélioré.
Et là, il est pat. Il aurait dû donc bet, hein, s'il connaissait un peu cette petite règle de sur un 3-2, on n'est pas obligé de bet, même si on est le joueur qui a changé 2. Il aurait dû donc bet. Là, on va essayer d'améliorer. Ici, on trouve deux paires, on bloque des trucs, mais il check encore. Et donc là, je me dis, attends, mais trop bizarre, il a mis ce clic ou quoi? Je me dis, c'est sûr qu'il a mis ce clic, en fait, il a pas une main faite, c'est pas possible. Et en plus, il a mis un emoji bonhomme en glace, là, donc je me dis, ok, il a sûrement du misclick. Je vais pas le pourrir, je vais pas bluffer ou quoi, c'est pas le but du jeu, je vais check back tranquillement. En plus, j'ai pas une main. J'ai une main qui pourrait bluffer, hein, vu que j'ai des bloqueurs et que je draw potentiellement des quintes. J'aurais pu transformer en bluff ici, mais j'ai décidé d'être gentil. J'ai check back, on change de, et on trouve une main faite. Ici, on trouve une hauteur 9. Évidemment, après avoir changé 2 cartes chacun, c'est super fort de trouver une hauteur 9. Il va rarement me croire, et ici, il est censé call énormément de mains, même si, comme on n'a pas joué ce coup agressivement, on mise à mi-pot, donc il n'a pas des codes de fou. Mon adversaire call avec une hauteur valet, c'est très très logique, et on gagne ce coup. Hop, un walk, là on va laisser un walk. Et là, waouh, on trouve 8, 5, 4, 3, 2 pré-draw. C'est incroyable de trouver une main aussi forte pré-draw. Donc là, si mon adversaire relance, évidemment, je vais 3 bêtes, il call, et évidemment, on va pat, puisque on a déjà une main qui est extrêmement forte. Je suis que battu par une hauteur 7. Et donc, ce qui est cool dans ces spots, c'est que normalement, on est censé, quand on patte pré-draw, avoir souvent des hauteurs 9, des mains pas ouf. On va souvent patte avec des mains comme des 9 qui, si on n'avait pas gardé le 9, auraient donné des gut shots ou des tirages pas très forts, donc des 9, 8, 7, 5, 3, des trucs comme ça. C'est le genre de main qu'on va garder. Et on va aussi garder nos mains très fortes faites, mais ça va être tellement rare en fait que nos adversaires vont souvent se retrouver à devoir nous call avec des trucs pas ouf river. Il change 2, évidemment, on va miser, on va value, on se fait call. Il change 2, on va continuer à value, on se fait call. Il change 1 et on va continuer à value et il fold. 4 et 2, c'est un peu un bad range, même si c'est suité. C'est pas très grave, ça va pas arriver souvent là, quand on change 3 cartes de finir avec flush. Ça peut arriver, évidemment ça baisse un tout petit peu notre équité. Donc faut faire gaffe, surtout quand on est contre des mains servies, des mains faites, on va peut-être un peu plus souvent se retrouver à folder des mains qui peuvent faire des flush draws. Mais voilà, là on a déjà plus aucune chance de faire flush. C'est souvent un truc qui va se résoudre très très vite. C'est plus voilà, river, s'il y a un joueur qui a une main faite, que vous avez un tirage à une carte avec un flush draw, là peut-être que vous allez folder vos moins bons tirages parce que vous perdez un ou deux outs. Il check, il a changé 2, on a changé 3, on va check back ici, hop hop. Là on va call je pense parce qu'on a un des meilleurs draws possibles à 2 cartes et que lui peut changer une, voilà c'est le cas. Et on a le droit d'améliorer. Malheureusement, on fait une paire de 4. Ici, on a... Ah, et là, j'ai bluffé. Ok, cool. Pourquoi j'ai bluffé? On va revenir en arrière. On va revenir au début du coup. Bon, là, j'ai pas de bloqueur intéressant. Là, je bloque déjà 2-7. Donc ça, c'est fort. Je bloque 2 mains très très fortes. 2 cartes très très fortes. Check, check. Qu'est-ce que je trouve après avoir changé? 1-2. Donc là, je bloque, en plus des cartes que j'ai, 1-2 et 1-7. Et là, river, je me retrouve à bloquer encore 1-4. Donc je bloque 1-7, 1-4, 1-2 en plus des cartes que j'ai. C'est pas trop mal. Et mon adversaire ayant changé une carte, déjà il peut lui-même avoir des bluffs, il peut value des mains aussi faibles que hauteur valet, hauteur 10, des mains contre lesquelles si je raise, il va même folder. Donc je vais faire folder des mains de value et je vais faire folder des bluffs qui parfois, selon comment mon adversaire joue à ce jeu, parfois vont être des bluffs plus forts que ma main. Donc ça peut être intéressant. J'ai décidé de raise et malheureusement je me fais 3 bêtes ici, donc je suis vraiment très très mal tombé. Il a probablement un bon 8, voire même un 7, hein, ça peut arriver. C'est quand même très rare hein, qu'il ait un 7 quand on a vu 2-7, 2-2 et 2-4. Il reste plus beaucoup de combos de hauteur 7. Je vais pas tenter le diable ici, j'ai foldé, je me souviens. On va essayer d'aller au bout rapidement. 7 et 4 en bloquant un 7, on peut open, on se fait 3 bêtes. Hop, hop, on va avancer un peu vite. Là, je tire 2, je call. Il change 0, lui. Donc, on va essayer d'améliorer. On trouve un 2, on va call. On va essayer d'améliorer. On améliore sur 8, 7, 4, 3, 2, qui est une main très forte. Et là, quand il value, on a un call assez clair. Je pense qu'avec mes meilleurs 8-6, j'aurais raise en value. Là, j'ai quand même décidé de call. Et il avait 9, 8, 6, 5, 3. Donc là, il a value beaucoup trop fin. Normalement, il est tout le temps censé checker ce genre de combo dans ce spot. 8, 3, on va open, on se fait 3 bêtes. 1, 3. Là, 8, 7, 5, 3, on est cool, on va call. 1, 1, c'est cool. Check, check. On va essayer d'améliorer. Il est pat, il aurait dû miser. Petite erreur. Nous, on fait un 9. Et il check. Là, j'ai un petit exploit que je vais vous partager. Quand les joueurs, comme ça, après un 1-1 avant la river, décident de checker pour finalement être servi,
c'est qu'ils avaient souvent une hauteur 10 ou une hauteur valet qui attendaient de voir ce qu'on fait pour savoir s'ils gardent ou pas. Dans ce cas, même quand on fait la pire hauteur 9 possible quasiment, comme c'est le cas ici, on peut value parce que très souvent, notre adversaire va se retrouver à call hauteur 10, call hauteur valet. Et du coup, ici, j'ai décidé de value une main que je dois jamais value de la vie, normalement, en théorie. Et mon adversaire call et il montre une hauteur 10. Et là, j'étais très content parce que là, c'est vraiment un pur play d'exploit. 9, 6, 5, 4, 3. Alors, exemple typique de main pas terrible qu'on va quand même garder pré-draw. Pourquoi? Parce que c'est simple, hein, regardez, si je change mon 9, j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai un tirage quinte par les deux bouts. Donc, j'ai vraiment pas une équité de fou. En fait, j'ai joué que un 8 pour améliorer. Et donc ici, je préfère largement garder un 9-6 plutôt que d'avoir un tirage quinte par les deux bouts. Donc s'il raise ici, je vais 3 bet et je vais pat. Et là, waouh, il a foldé sur le 3 bet, grosse erreur. Ça, comme je vous l'ai dit, interdit en deuce to 7, on ne va jamais folder quand on est open, quand on se fait 3 bets. Peut-être quelques cas si on se fait 4 bets, code 4 ou quoi, mais même là, je pense qu'on fold jamais. Non, on fold jamais, même c'est une certitude. 7-3-2, on va open, sauf si il y a l'ICM et la bulle ou quoi. Bon. Bref. 3-2, on check comme on a dit. Là, comme c'est le meilleur tirage à deux cartes possible, ça aurait pas été interdit de miser. C'est une petite subtilité. Je l'ai pas fait ici, j'aurais pu le faire. Et là, paf, on fait une main faite très forte. Mon adversaire qui mise. Après un 2-2, avoir 8-7-5-3-2, c'est très fort. Évidemment, on va relancer en value. En plus, il a pas tout le temps une main faite. Hein. Il peut changer une carte ici et miser. Il call, il change une. On est pat. Il check. On value. Il call. Et là, je suis à peu près sûr d'avoir 80-90% du temps la meilleure main. C'est le cas ici, ma call avec un 9-7. Surtout qu'on l'a vu value des mains trop faibles dans un spot miroir, quoi. C'était lui qui misait. Donc il a probablement pas forcément une bonne compréhension des ranges ici. Ici, il a call un 9-7. C'est pas si mauvais, c'est assez close. Là, je lui en veux pas. 2 et 3, il a limpé, j'ai checké. S'il avait open, j'aurais défendu. Il change 2. J'ai pas amélioré, je vais folder tout de suite ici. Ouais, c'est bien. Fold évidemment avec ça. Fold avec ça s'il raise, ouais. 7-5-4 avec un bloqueur 5, c'est cool. 9-5-3, j'aurais défendu et gardé 5 et 3, j'imagine, mais c'est un peu limite. 7 et 2, on va open, on va pas garder le 9, on va pas garder nos autres cartes. Hop, on a bloqué un 2, un 9 et un 10. C'est que des cartes intéressantes à bloquer. Il change 2, on change 3. Il lead, on va call et garder 7-6-2. Il change une, ok. Il bet encore, on va encore call et garder 7-6-2. Pour le coup, il n'a pas forcément une main faite. Notre adversaire, il peut changer une. Et nous, comme on a un très bon tirage à deux cartes ici, on a largement le droit de payer. C'est ce qui se passe. Et on a encore eu beaucoup de réussite ici, puisqu'on finit avec une hauteur 8 alors qu'on changeait deux cartes. Il check, et là, c'est des super spots pour value, évidemment. Il va jamais me croire, vu qu'on a changé deux cartes. Il call, il a hauteur roi. C'est tout à fait normal comme call de sa part. Il tire un 9-5-4-3. Ça me paraît pas incroyable, mais pourquoi pas. Ouais, non, ça me va. C'est pas forcément mal de garder le 9 dans ces situations-là. C'est un des rares combos de 9 qu'on veut garder. Malheureusement pour lui, il a fait un roi. Là, c'est quasiment terminé, hein, comme vous pouvez le voir. Mon adversaire qui commence à être très short et en limite, c'est pas facile de remonter un stack. On est un peu card dead. Il open ici, on va défendre avec 7 et 4. C'est très close, mais ça me dérange pas parce qu'il fait quelques petites erreurs, donc j'ai estimé que c'était ok. On change 3 chacun et là on améliore énormément puisqu'on fait 7, 6, 4, 2. On décide de bet. Il fold tout de suite, donc il a dû toujours avoir un tirage à 3 cartes. Dans ce cas, c'est normal de folder peut-être, surtout s'il n'a pas 7 et 2. S'il a 7 et 2, il peut peut-être call. 6, 4, 3, on va raise. Il call. Il change 3, je change 2. On n'améliore pas, comme on l'a dit, on check back dans ces cas-là. Il change une. Il aurait dû lead. Encore une fois, petite subtilité. Il l'a pas fait. Ses pires tirages à une carte, c'est peut-être ok de pas le faire. Là, cette fois, il bet. Il doit faire ça 100% du temps. 8, 6, 4, 3, évidemment, on va call. On a un tirage clean pour avoir une main forte. Mon adversaire qui est pat. Et on fait un 5, on a une hauteur 8-6, mais la pire hauteur 8-6, c'est quand même une main plutôt forte. Mon adversaire qui mise 50 000, et là, autant, je pense que la théorie, ça serait de call, autant là, quand il lui reste 9 000, on a quand même bien envie de finir le tournoi, et on a donc décidé de raise en se disant que de toute façon, il allait call toutes ses mains de value. Ce qu'il fait, et mon adversaire qui retourne un 10, donc là, en plus, il s'est un peu planté, river, il doit checker, check call, et se laisser 8000 jetons, j'imagine. Et voilà, du coup, comment j'ai gagné ce mini WSOP Deuce to 7 triple draw championship. Trop content d'avoir gagné ce tournoi, puisque comme je vous ai dit sur le .com, quand j'étais en Irlande, j'étais un joueur assez respecté, on va dire, de cette variante en cash game assez haute limite. Donc trop cool quand j'ai l'occasion de rejouer à ce jeu sur le .fr, ce qui est pas tout le temps le cas évidemment, de le faire, et trop cool de voir que j'ai pas trop perdu la main puisque j'ai quand même gagné le plus beau tournoi de l'année peut-être de Deuce to 7 sur Wina, donc très content.
Non, bah voilà, hein, écoutez, ça fait trop plaisir, comme je vous ai dit. Le petit bonus, c'est que toute l'année, du coup, je vais avoir cette petite pastille vainqueur mini WSOP qui est quand même très belle. Elle fait quand même très plaisir. En espérant la compléter en septembre par une pastille vainqueur Winamax Series, ce sera encore plus beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère, comme je vous ai dit, qu'elle vous aura donné un peu envie de découvrir ce jeu plus en détail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire de temps en temps des vidéos qui parlent un peu de ces variantes. Je pourrais, pourquoi pas, effectivement faire la review complète de ce tournoi. Je pourrais essayer de vous expliquer un peu plus en détail les ranges, qu'est-ce qu'on open dans quelle position, faire un truc vraiment, une introduction technique complète au Deuce to Seven. Moi, c'est tellement un jeu que j'aime, en fait, que si à ma petite échelle, je peux contribuer à le populariser en France, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, si jamais, par hasard, je découvre que parmi vous, il y en a pas mal qui ont envie d'en savoir plus sur ce jeu, je pourrais peut-être faire une petite série de vidéos spéciales Deuce to Seven. En attendant, vraiment, merci. Merci pour le soutien. J'ai eu plein de messages de félicitations sur Insta hier soir quand j'ai posté la petite story, le bracelet. Ça fait trop plaisir de remplir un peu l'armoire à trophées. Et du coup, je vous dis à très bientôt. On va review ce Mystery 50 que j'ai remporté. Comme je vous avais promis, on va faire ça le plus vite possible. Je vais partir en voyage de noces bientôt, donc ça va pas être tout de suite. il y aura quand même pas beaucoup de vidéos cet été, je préfère vous prévenir. Mais à mon retour au mois d'août, je vais commencer à bombarder de nouveau. Donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, que vous regardez régulièrement mes vidéos, qu'elles vous plaisent. Ça m'aide énormément à développer la chaîne et à partager tout simplement ce que j'aime à plus de gens. C'est quand même pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube en premier lieu. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Salut!